D'accord. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons écouter l'Alliance pour une mine responsable qui vont nous parler de leur travail sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur des EMAP. Nous avons trois intervenants avec nous aujourd'hui et avant de commencer, juste quelques petites choses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et nous y répondrons dès que possible. Tous les supports dont nous allons parler aujourd'hui, sur lesquels ils ont travaillé au cours des 6 derniers mois, ces supports sont déjà disponibles sur Homebase, auquel vous devrez avoir accès. C'est notre ressource, bibliothèque de ressources interne. Nous les avons postés sur le site parce que nous allions en parler aujourd'hui, donc nous voulions nous assurer que vous y ayez accès, mais je vous en prie, ne les faites pas encore circuler parce qu'ils ne sont pas encore formalisés. Une fois qu'ils seront prêts et formalisés, nous vous en informerons à travers les équipes Planet Gold. Donc je pense que nous sommes prêts et je vais donner la parole à Yves. Merci Mona et merci tout le monde pour votre présence. Je suis Yves Bertrand et je vais rapidement présenter la présentation et le travail que nous avons réalisé. Et ensuite, je passerai la parole à Joséphine qui parlera un peu plus de la recherche scientifique qui a été réalisée. Donc, nous sommes l'Alliance pour une mine responsable a été chargée de découvrir ce qui est fait et ce qui est disponible en tant que ressources dans le secteur des EMAP au sujet de la santé et de la sécurité au travail. Et nous avons travaillé à deux aspects principaux de ceci. Tout d'abord, ce qui est fait du côté scientifique de la recherche et ensuite ce qui est fait par les praticiens sur le terrain à travers des projets et d'autres initiatives. Diapositive suivante, je vous en prie. Donc, l'équipe de recherche principale est composée de Joséphine Singo, qui est spécialiste de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur des EMAP. Patience Singo, qui a énormément de connaissances sur les projets EMAP et travaillé dans beaucoup de pays à travers le monde. Et moi-même, Yves Bertrand, je suis également un ancien du secteur des EMAP et je travaille sur ces sujets depuis plus de 20 ans. Mais je voulais également ajouter la très bonne collaboration avec Juan, qui devrait être présent et qui a géré l'étude dans son entièreté en termes d'échange et de coordination, revue de la qualité des documents et il a également rédigé certains des textes. J'aimerais également remercier Mona et Suzanne de NRDC qui ont fait un très bon travail en termes de collaboration et d'échange lors de cette étude. Diapositive suivante. Alors, pourquoi ce guide de référence rapide? Eh bien, l'objectif était surtout de combler un écart qui avait été identifié par Planet Gold, ce qui est quelles sont les ressources disponibles sur ce sujet difficile auquel sont confrontés beaucoup de projets dans le secteur EMAP, c'est-à-dire les questions de santé et de sécurité au travail. Donc l'idée, c'était tout d'abord de fournir un survol très rapide de quels sont les risques présents lors de ce type d'activité et de
faire un survol, un résumé des impacts et des priorités dans ce secteur et quels sont les sujets qui sont typiquement négligés, où nous trouvons des écarts qui ne sont pas encore en voie d'être comblés. Nous avons également rédigé ce guide pour qu'il soit une ressource pour des solutions, des approches techniques pour améliorer la situation afin que ces solutions puissent être utilisées dans la conception de programmes pour en fait orienter ou chercher, et il se concentre sur les priorités principales. Nous avons également inclus une section liée au sexe, sur les risques auxquels sont confrontées les femmes ou l'écart que nous avons découvert dans le manque de tests sur ces questions liées au genre, telles que la violence basée sur le genre, la discrimination sexuelle, l'accès aux ressources, par exemple. Et le guide de référence rapide sert également comme guide pour approfondir des sujets spécifiques. Donc, si vous voulez approfondir certains sujets, vous trouverez des ressources scientifiques, mais également des partages d'expériences de projets récents qui ont géré ce sujet. Diapo suivante. Alors, le contenu du guide de référence rapide se compose de 4 parties. Tout d'abord, un examen des risques prioritaires dans le secteur des EMAP. Et ceci nous vient d'une revue de la littérature, c'est-à-dire ce que la science nous dit à ce sujet. Deuxièmement, nous avons une autre partie qui nous donne une vue d'ensemble des supports de formation et de renforcement des capacités qui sont disponibles sur Internet, que nous avons en termes de supports de formation et dont nous pouvons nous inspirer. Ensuite, dans une troisième partie, nous avons choisi 5 exemples, 5 études de cas que nous connaissons tous très bien et qui étaient positifs en termes de mise en œuvre de programmes SST. Donc, dans cette analyse, nous avons examiné quelle était l'approche, comment ils l'ont fait, ce qui était positif, mais également ce qui était négatif dans leur approche. À quels problèmes ont-ils été confrontés qui ont peut-être limité l'impact de leur programme? Et la quatrième et dernière partie est une bibliographie et d'autres annexes qui sont utiles pour des recherches plus approfondies. Je vais donc donner la parole à Joséphine qui va nous parler de la SST telle que vue par la science. Merci beaucoup Yves. Bienvenue et merci de participer à cette session. Donc pour ne pas trop tarder, je vais commencer mon travail de cet après-midi. Je vais vous présenter ce que nous avons découvert dans la revue de la littérature scientifique. Je vais vous donner un survol de la SST dans le secteur des EMAP, y compris les événements courants, les mesures d'atténuation et les stratégies. Je vais commencer par présenter la SST dans les EMAP. Qu'est-ce que la SST, la sécurité et la santé au travail? C'est une discipline qui se concentre
sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. Et ceci est réalisé en prévenant les blessures au travail. Et dans d'autres contextes, ça représente également la protection complète des droits des travailleurs. Donc, d'après la définition, nous pouvons apprécier que la SST est limitée dans le secteur des EMAP. Et cette session est donc très importante. Donc, quels sont les défis persistants en matière de SST dans les EMAP? Eh bien, la santé et la sécurité est compromise dans les EMAP dans différents domaines. Et les défis comprennent la nature des conditions de travail qui sont dangereuses. Dans la plupart des cas, il y a également des problèmes avec les informalités inhérentes dans les entreprises minières artisanales et à petite échelle. Nous sommes également confrontés à un manque de données fiables, par exemple le nombre de blessures et d'accidents sur les différents sites. Et également, les efforts sont compromis par un des défis, c'est-à-dire les efforts pour améliorer la SST sont compromis. Les rapports sur les blessures et les décès au travail sont associés au secteur. Et il n'y a pas d'accent mis sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Et nous avons également découvert que les inégalités entre les hommes et les femmes dans les secteurs des EMAP est également présent dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Diapositive suivante. Donc, quels sont les atouts que nous avons en termes de santé et sécurité au travail? Eh bien, il y a de multiples dangers, des dangers chimiques, des dangers physiques, des dangers économiques. Donc nous avons de multiples dangers dans le secteur, comme nous pouvons le voir sur cette photo qui nous montre certains des dangers. Et notre rapport va passer en revue ces multiples dangers liés aux activités minières. Mais il faut bien comprendre que de faire la transition vers des équipements plus modernes sans procédures adaptées mène également à des risques accrus pour la plupart des mineurs. Suivant. Donc, selon la science, lorsqu'on parle de danger, les dangers existent dans tous les environnements. Et il y aura l'exposition à ces dangers, que ce soit par inhalation, ingestion. Cela cause un risque. Donc nous avons des dangers multiples et différentes manières par laquelle les travailleurs dans ce secteur sont exposés à ces dangers. Donc les dangers sont associés aux risques tels que démontrés par la littérature. Donc, quels sont les principaux risques pour la santé et la sécurité au travail? Eh bien, il y a les accidents et les blessures et les taux d'accidents dans les
exploitations minières à petite échelle sont bien plus élevées que dans les exploitations à grande échelle, selon la littérature. En même temps, nous avons des intoxications chimiques qui nous viennent à l'exposition au mercure ou au cyanure. Il y a également les maladies respiratoires, telles que la tuberculose, euh, l'exposition à la poussière de silice. Euh, le surpeuplement est très courant dans les exploitations minières à petite échelle, ce qui aide également à transmettre des maladies transmissibles telles que la tuberculose, la typhoïde ou le choléra. Du côté psychosocial, l'alcoolisme et la toxicomanie sont courantes sur le lieu de travail et contribuent au nombre de blessures dans le secteur. De plus, nous avons des cas de mines abandonnées, de déboisement, d'eau stagnante, d'eau contaminée par des produits chimiques qui sont également associés à des maladies telles que le paludisme. Il y a également un risque ergonomique parce que les travailleurs travaillent dans des espaces confinés, leur travail est répétitif, ils doivent lever des charges lourdes et souvent les positions de travail sont inadéquates. Donc, voici donc des exemples de dangers que nous avons trouvés dans la littérature. Les risques de blessures sont bien plus élevés que pour le reste de la population. Mais notre rapport démontre ceci. Quels sont les risques liés au sexe ou au genre? Eh bien, les décès associés aux éboulis euh, exposent les hommes à une mortalité plus élevée. Et les hommes sont également exposés à la silicose parce qu'ils ont un accès limité aux EPI. Et les femmes souffrent donc de silicose à un taux 1,8 fois plus élevé que les hommes. Et c'est également le cas pour le VIH. La littérature nous montre qu'il y a une prévalence plus élevée de VIH chez les femmes que chez les hommes dans le secteur des EMAP. Et c'est associé à une moindre participation des femmes dans ce secteur. Donc ici, nous vous montrons à, à quoi vous pouvez accéder dans les projets que nous avons. Mais nous avons fait plus que juste identifier les dangers dans le secteur. Donc, si vous utilisez des ressources telles que celles-ci, vous pouvez identifier les dangers, les risques, les impacts et les mesures d'atténuation. Je ne vais pas parler de chacune de ces risques et recommandations ici. Donc, quelles sont les mesures d'atténuation possibles? Eh bien, ces ressources nous montrent les différents dangers associés aux mines. Donc ici, la question est probablement très simple. Comment améliorons-nous la sécurité de ce puits? Normalement, lorsque les mineurs descendent, ils descendent accrochés à une corde qui est attachée à un treuil pour les remonter et les baisser. Normalement, s'ils utilisent
Une échelle, c'est souvent une échelle en bois. Également, souvent, le câble, ils n'utilisent pas un câble sur leur treuil, mais plutôt une corde. Les treuils à câble sont une mesure d'atténuation recommandée. Et c'est un bon exemple de comment les mineurs peuvent également utiliser des harnais ou des baudriers pour descendre et remonter des puits. Donc, comment gérons-nous la SST dans le secteur des EMAP? Donc, nous proposons des manières d'introduire la SST. Tout d'abord, notons la conformité. La SST veut dire de se conformer aux réglementations, aux normes et aux politiques qui existent déjà, que ce soit au niveau local, national et international, ainsi que la professionnalisation du secteur. Il y a également une question de gestion des risques, parce que les mineurs doivent pouvoir développer des pratiques d'identifier des risques, de les caractériser et de prendre des mesures d'atténuation, telles que certaines que nous avons déjà proposées. Ensuite, il y a l'importance de l'éducation et de la formation, ainsi qu'un besoin de participation des employés, ainsi que les mineurs, parce qu'il y a souvent un emploi informel dans les EMAP. Il y a les propriétaires, les ouvriers, etc. Ensuite, il y a besoin de suivi et d'évaluation des conditions de travail et des pratiques de sécurité. Donc, au niveau du lieu de travail, comment est-ce que nous pouvons faire avancer la SST? Donc, nous avons proposé certains pas à prendre. Par exemple, définir les rôles en matière de SST par la direction, par les travailleurs, par les propriétaires. Et nous avons des exemples dans le rapport. Il faut également qu'il y ait une politique de sécurité et de santé au travail sur le site, parce que nous avons noté que la SST est une question de conformité au règlement. Donc, que pouvons-nous faire? Il faut donc une politique de sécurité et de santé au travail sur le site lui-même qui aide à améliorer la santé et la sécurité et d'activement signaler et rapporter les incidents est très important pour aider à atténuer les risques et prévenir des accidents majeurs à l'avenir. Et nous avons également donné des exemples de fiches qui peuvent être utilisées dans l'investigation d'incidents. Souvent, les gens ont peur de signaler des problèmes parce qu'ils ont peur de la police ou ils ont peur de se faire limoger. Donc, ceci est surtout à l'intention des mineurs pour leur propre utilisation, pour prévenir et atténuer le risque d'accident. Il doit être également noté qu'il faut aider à autonomiser les femmes en matière de sécurité et de santé au travail. Donc, ce travail propose un cycle continuel d'amélioration pour la santé et la sécurité au travail.
Donc, nous proposons un cycle très simple, en commençant par les connaissances. Donc, comprendre et transmettre les connaissances. Et le résultat de ce travail peut être utilisé pour la formation et pour le transfert des connaissances. Donc, lorsque nous avons les connaissances, nous pouvons planifier. Nous pouvons donc faire des évaluations de risque et ensuite mettre en place des mesures d'atténuation. En pratique, après la pratique, il y a toujours des enseignements à tirer, donc il faut les apprendre et ensuite agir. Ensuite, ces enseignements augmenteront notre connaissance, notre savoir, et nous continuons le cycle vertueux. Diapo suivante. Ce travail parle aussi des mesures de contrôle et de protection. Nous sommes d'accord que les EPI sont la mesure de protection la plus courante. Lorsqu'on parle de santé et de sécurité au travail, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Eh bien, généralement, l'utilisation des EPI ou la distribution d'EPI. Mais le travail que nous avons réalisé tire de ressources scientifiques qui nous disent tout d'abord qu'il faut éliminer ou substituer les dangers comme priorité. Et ceci est difficile pour des opérations déjà en cours. C'est peut-être plus facile à mettre en œuvre pour des nouveaux sites. Nous savons également que les opérations minières sont très risquées. Parfois, il n'est pas tout possible de complètement éliminer ou de substituer les dangers. Donc l'importance de solutions d'ingénierie, par exemple. Ensuite, on peut parler de pays. On ne peut pas juste parler de pays lorsque les mineurs sont exposés à des risques excessifs. Il faut intégrer les EPI avec les autres mesures d'atténuation et de contrôle des risques. Il faut également avoir différentes couches de protection, différentes méthodes de travail, des pauses de repos pour les mineurs, et puis on peut parler de pays. Donc, pour protéger les mineurs, il nous faut une défense en profondeur, avec différentes couches de protection, dans laquelle nous intégrons les EPI avec les autres mesures d'atténuation des risques. Nous avons également des recommandations clés en termes de politique sensible au genre, de renforcement des capacités de formation, de pratiques sans mercure. Comme nous l'avons dit, la SST est une question de conformité et donc le niveau de sécurité dépend des cadres régulatoires en place. Donc il faut également penser à renforcer les cadres réglementaires qui intégreront les SST et aideront à orienter la professionnalisation du secteur. Merci beaucoup. Je rends la parole à Yves. OK, merci beaucoup Joséphine. Diapo suivante, je vous en prie. D'accord, donc pour la deuxième partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé à 24 dossiers que nous avons trouvés sur Internet. Il s'agit de formation, de campagnes de sensibilisation, de programmes, parfois avec des présentations sous la forme de diapos, parfois avec des vidéos. Donc nous avons analysé tout cela afin de voir quel était ce contenu et nous avons préparé des descriptifs de chaque élément. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour chacun de ces travaux,
chacun de ces supports, nous avons préparé un résumé de 2 pages contenant un descriptif général du projet, de son contexte, ce qui vous donnera une petite idée de l'applicabilité de ce contexte particulier à votre propre travail, à votre environnement, à votre type d'exploitation. Il y a également une petite analyse des méthodologies et de l'approche utilisée. Nous sommes également penchés sur les... nous sommes demandé qui est le public principalement visé par le document. Cela est intéressant également parce que certains d'entre eux sont destinés à des formateurs, tandis que d'autres sont destinés directement à- aux personnes devant être sensibilisées pour les mineurs, ou aux techniques pour les mineurs, ou pour les chefs d'équipe. Et nous avons également analysé les types de risques et les méthodologies élaborées pour ces risques. Et donc, nous avons établi une liste de toutes les méthodologies que nous avons rencontrées dans ces documents, y compris dans des domaines particuliers, et y compris pour celles qui sont liées à la dimension de genre, ce qui n'est pas habituel. Et il y avait très peu de documents disponibles par rapport à ce genre de risque. Et à la fin de chaque résumé, nous avons présenté une petite analyse de ce qui est bien développé et des éléments qui manquent dans chacune de ces approches. Prochaine diapo. Donc voici un exemple de résumé. Et c'est une manière très simple de présenter ces informations sous la forme d'un tableau. Il y a également des liens pour accéder aux études ou aux autres documents de support. Et donc, tout cela est disponible en général sur Internet. C'est facile à trouver. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'informations en anglais. Certaines sont également disponibles en espagnol et dans quelques cas très rares en français, malheureusement. L'avantage de ce résumé est lié à son format court, 2 pages seulement, donc il est facile de le consulter et il vous donne une idée générale de ce que vous trouverez dans le document, dans les documents qui sont disponibles. Prochaine diapo. Donc, avec ces documents, nous sommes également dit, bon, c'est bien d'avoir ces résumés, mais que pouvons-nous faire lorsque nous n'avons rien et nous voudrions trouver des informations sur des thèmes en particulier? Donc, nous avons préparé un tableau synthétique qui compile toutes les informations disponibles dans ces résumés et nous avons fait une sélection de ces différents thèmes et nous les avons présentés sous la forme d'un tableau. Et donc, cela vous permettra de trouver ce dont vous avez besoin. La langue, vous aurez un lien rapide vers le résumé. Donc, s'il y a un domaine en particulier qui vous intéresse, vous verrez combien de documents sont disponibles. Et vous trouverez également, sur la dernière colonne, vous aurez une petite idée des risques les plus fréquents qui sont abordés dans ces documents. Et vous pouvez créer votre propre menu d'approche et de méthodologie que vous voulez développer ou que vous voudriez développer dans le cadre de vos propres projets. Et donc, vous pouvez choisir certains de ces résumés à cet effet. Prochaine diapo. Donc, dans le guide rapide, vous trouverez ce tableau qui est un outil de référence
un tableau récapitulatif de ces documents. Vous y verrez un lien pour accéder directement au résumé. Il vous indiquera quel est son objectif et quel est le type de ressources que vous trouverez. Il peut s'agir d'une présentation, d'une vidéo, d'un livret, d'un guide et ainsi de suite. Et donc, cela vous permet d'accéder facilement à tous ces documents. Prochaine diapo. Et vous trouverez également un tableau un peu plus détaillé à la fin du document, si je ne me trompe pas, avec le numéro de publication. Il vous permettra d'accéder rapidement au résumé et il vous donnera davantage de détails sur le type de document dont il s'agit, quel est le public ciblé, quels sont les risques cités, physiques, chimiques, et ainsi de suite, comme nous l'a dit Joséphine, quelles sont les principales méthodologies abordées, et donc vous pourrez regarder en détail chacun de ces résumés et peut-être choisir ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc, c'est une manière très facile d'analyser rapidement ces 24 documents que nous avons analysés. Prochaine diapo. Donc, la dernière partie du travail effectué, nous avons dit, bon, d'accord, nous avons des pratiques, nous avons des méthodologies, mais il serait bien d'avoir des études de cas pratiques, réelles, pour nous montrer comment cela fonctionne, quel est le contexte, quel est l'environnement qui a permis à ces programmes de réussir et quelles ont été les lacunes que nous avons rencontrées dans ces programmes, dans différents contextes et dans différents domaines et dans différentes langues. Et donc, nous avons décidé de travailler à 5 différentes études de cas. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, nous avons pu faire une analyse un peu plus approfondie du contexte du projet, des questions liées à la sécurité et la santé au travail et les mesures prises à cet égard. Est-ce qu'il y a eu des programmes, des formations de formateurs, une assistance directe dans le cadre de projets pilotes? Nous avons également, nous avons pu regarder, nous avons pu examiner les méthodologies en détail, comment elles ont été élaborées, quel est le lien, par exemple, avec l'administration chargée de ce secteur. Est-ce qu'ils ont été inclus dans les formations? Est-ce qu'ils ont été consultés? Est-ce qu'il y avait des aspects juridiques? Nous nous sommes également penchés sur les résultats et les impacts de ces programmes de formation et comment ils ont été mesurés, s'ils ont été mesurés, et comment nous avons pu évaluer la réussite de ces programmes. Donc, tout cela est examiné dans ces 5 études de cas et cela nous a permis de tirer des enseignements, des leçons qui pourront être reproduites et utilisées dans d'autres contextes. Prochaine diapo. Donc, les contextes que nous avons choisis, donc 3 études en Afrique, une en Mongolie, une en Colombie. Nous avons travaillé au projet Somos Tesoro en Colombie. C'était un projet d'1 an qui nous a permis de faire une analyse approfondie et de vraiment travailler avec l'administration, l'exploitation minière à petite échelle et son administration. Et donc, nous avons utilisé les guides fournis pour étendre et diffuser le programme de formation. Et c'était une expérience très intéressante. Nous avons également travaillé dans 2 autres projets en Afrique de l'Ouest.
le projet de chaîne d'approvisionnement nord équitable en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal et au Burkina Faso, ainsi qu'un projet en République démocratique du Congo. Et des modules de formation ont été préparés pour ces pays afin de former les formateurs. Donc, il s'agissait d'un programme de formation des formateurs, y compris les représentants de l'administration, mais également la société civile, les organisations communautaires, des ONG. Et cela a été fait en plusieurs étapes. L'une d'entre elles était de mettre en œuvre le programme sur le terrain auprès de ces formateurs. Et par exemple, dans le projet Promine, il a été testé dans une zone en particulier auprès de plusieurs entreprises d'exploitation minière. Et quelques mois après la mise en œuvre de ce programme, on a pu revenir pour voir quel avait été l'impact. Est-ce que les pratiques avaient changé dans ces différentes entreprises? Donc, c'était quelque chose de très intéressant. Et nous avons également eu le cas d'un projet d'exploitation minière artisanale en Mongolie, un projet de longue durée qui nous a permis vraiment d'élaborer des politiques nationales en matière de santé et sécurité au travail. Et cela a été fait en phase avec les objectifs et dans ce contexte particulier de ce secteur en Mongolie. Et le dernier exemple, nous avons préparé des vidéos formation pour l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire. Et cela a été très intéressant parce que nous avons travaillé des aspects très pratiques. Ces vidéos ont été diffusées avec l'assistance avec des accords de formalisation, par exemple. Donc, c'est là le contexte de la mise en œuvre du programme santé sécurité au travail. Ce contexte est toujours très important et nous avons analysé cela. Quels sont les facteurs habilitants? Parce que, en général, si vous voulez répondre à ce genre de problème, vous devez travailler avec des organisations qui sont capables de mettre en œuvre, d'organiser et également de faire appliquer les règles qui doivent être appliquées pour ce genre de problème. Et donc, voilà, je crois que ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là comment quelles sont ces expériences réelles et ce qu'ils ont fait pour certaines choses ont été mises en œuvre, mais d'autres ont été difficiles à mettre en œuvre à cause de facteurs externes et à cause d'autres problèmes qui ont limité l'impact de ces programmes. Donc, voilà, je crois que c'est la dernière diapo? Ouais, OK, d'accord. Donc les principaux enseignements tirés de ce travail, de ces études, i les programmes de formation sont très efficaces lorsqu'ils sont intégrés dans un ensemble de processus plus étendus, avec notamment des processus de formalisation, c'est-à-dire ce qui peut augmenter ou renforcer la capacité organisationnelle, de la capacité à faire changer les pratiques parmi les mineurs. Il est également très important de prendre en compte la dimension de genre, parce que sinon on passe à côté d'une grande partie du public visé, parce qu'en général, il y a beaucoup de femmes qui travaillent euh, sur les sites d'exploitation minière, et donc
Il s'agit également d'un facteur d'intégration des femmes. Si on prend en compte la dimension de genre dans les programmes de santé et sécurité au travail, c'est l'une des plus importantes leçons apprises. Il est très, très important de penser au transfert des connaissances. Et donc, il faut vraiment équiper, renforcer les capacités des mineurs pour qu'ils puissent s'organiser et qu'ils soient eux-mêmes en mesure de, de concevoir des programmes d'atténuation des risques, trouver des solutions par eux-mêmes, et ainsi de suite. Donc, tous ces processus doivent être pris en charge par les mineurs eux-mêmes ou par l'équipe de direction de ces mineurs. Il est également très important d'utiliser des processus de communication efficaces et des processus de suivi efficaces. La communication est essentielle pour les mineurs, pour toutes les parties prenantes, parce qu'ils doivent savoir ce qui se passe, ils doivent savoir pourquoi il est important de, de gérer les risques présents, et le suivi, bien sûr, est important lui aussi. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut vérifier si tous les investissements en ressources humaines, les investissements d'argent qui ont été effectués dans ces programmes sont utiles. Est-ce qu'ils produisent de véritables résultats? Est-ce qu'on réduit le nombre d'accidents, par exemple, le nombre de maladies? Et le dernier point, il faut utiliser une approche qui est très importante dans ce que nous proposons. Il faut utiliser des mesures progressives. On ne peut pas demander à un groupe minier de d'atténuer tous les risques présents, comme nous l'a dit Joséphine. On commence par les choses les plus importantes, les plus grandes priorités. Et donc, il faut avoir cet équilibre entre les coûts et la sécurité dans le cadre des programmes de santé et sécurité au travail. Prochaine diapo. Voilà. Donc, c'est la fin de la présentation. Donc, merci pour votre attention. Et maintenant, nous allons pouvoir discuter. Merci beaucoup, Yves et Joséphine, pour tout le travail que vous avez réalisé sur ce thème important. Je ne vois pas vraiment de commentaires ni de questions dans le chat, mais il nous reste quelques minutes, 10 minutes pour être précis. Donc, si vous voulez parler, par exemple, du projet de votre pays dans ce domaine, ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir votre micro. Jennifer, je crois que vous pouvez arrêter le partage à l'écran également. C'est bon. Je voulais également, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, nous avons une version provisoire du... Attendez. Ro- Rodrigo, je vous entends dans le canal anglais. Ah, apparemment une question a été posée dans le chat de Mauro. Quels sont les principaux risques recensés dans le domaine de l'exploitation minière souterraine à petite échelle? Qui veut répondre? Je peux répondre, mais peut-être que Joséphine, elle aussi, a des choses à ajouter. Donc, en anglais? Non? Donc, je crois que les problèmes sont souvent liés au confinement sur les sites miniers souterrains. Il y a souvent des problèmes de ventilation. Il y a également des questions liées à la solidité de la structure. Il y a souvent des effondrements.
et d'autres problèmes de ce genre. Donc, des problèmes de ventilation, d'aération, parfois également des problèmes électriques, parce que souvent, on a ces structures souterraines avec des câblages électriques. Il peut également y avoir des problèmes liés au gaz, et cela il y a la ventilation, bien sûr, parce que les structures souterraines ont souvent des émissions de gaz, et certaines d'entre elles sont très toxiques. Et donc, parfois, il est nécessaire de tester les gaz présents dans les structures souterraines parce que il y a le risque d'asphyxiation. Et un autre risque qui se présente souvent est lié à l'inondation. Les structures souterraines peuvent être inondées très rapidement et l'eau peut remplir la structure très rapidement. Donc ce sont là les risques qui sont souvent présents dans l'exploitation minière. Mais peut-être que Joséphine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup Yves. En parlant des risques, il faut également penser au niveau d'oxygène. À cause des problèmes de ventilation, il faut penser au niveau d'oxygène. Lorsque les mineurs travaillent dans des structures souterraines, ils disent également qu'ils ne peuvent pas porter des EPI parce qu'il fait trop chaud. Et au Zimbabwe, les mineurs descendent sous la terre avec leurs EPI, mais lorsqu'ils arrivent sur site, ils enlèvent ces EPI. Donc, il y a ce problème lié au port de l'EPI et puis également les problèmes liés au gaz. Merci. Merci. Je voulais également il y a une question qui a été posée. Quelles mesures sont applicables aux femmes en particulier? Donc les femmes qui sont des mineurs, je crois? C'est ça, Diana? Vous pouvez activer votre micro si vous voulez, si vous voulez élaborer un petit peu sur cette question. Bonjour à tous. Allez-y. Oui, donc je voulais poser une question en rapport avec les mesures que nous pourrions suggérer pour les femmes. Les femmes font face à des risques très particuliers parce qu'on leur confie des tâches particulières. En général, elles n'ont pas accès à tous les différents rôles qui sont disponibles dans une mine, mais souvent, on leur confie des tâches particulières et donc elles sont exposées à certains risques bien précis. Par exemple, à certains endroits, elles travaillent avec la combustion et le mercure, ce qui accroît le risque pour elles, surtout lorsqu'elles sont enceintes ou lorsqu'elles ont des enfants avec elles. Et il peut également y avoir, elles peuvent rencontrer des problèmes liés à l'accès au à l'équipement de protection individuelle parce qu'il n'est pas à leur taille, il n'est pas adapté, ou alors elles travaillent dans des environnements particuliers et donc il y a des risques liés à ces zones où elles travaillent. Il y a également ce risque lié à la double charge. Elles travaillent dans la mine et en même temps elles s'occupent de leur foyer, donc elles ont des journées de travail très longues et parfois
être accompagnées de leurs enfants lorsqu'elles vont travailler sur la mine. Et bien sûr, elles font face à des, à la discrimination, à des risques de violence également, à cause du harcèlement sexuel. Et il y a des risques donc liés à leur sexe. Et donc, ce sont là des choses qui se produisent très souvent. Et donc, cela fait partie des risques liés à la santé et sécurité au travail, parce que cela est lié aux conditions de travail. Donc, peut-être que Joséphine pourrait ajouter quelques points à ce sujet. Merci beaucoup, Yves. Merci pour ces remarques. Donc, dans l'exploitation minière artisanale et petite échelle, les femmes font face à des risques de violence, violence sexiste. Il y a également des problèmes liés à l'hygiène. Donc, les conditions au niveau de l'hygiène sont difficiles pour les femmes. Donc, ces mauvaises conditions sur les sites miniers présentent un risque pour les femmes. Et elles sont particulièrement touchées par ces problèmes liés à l'hygiène sur les sites miniers. Il y a également le problème du rôle occupé par les femmes qui les empêchent d'avoir leur propre pays. On ne leur confie pas des rôles de prise de décision. Lorsque les organisations parlent de la sécurité et la santé au travail, il n'y a pas de femmes qui participent au processus. Donc, leurs besoins ne sont pas pris en compte. Si elles occupent des postes où les salaires sont bas, souvent il y a des abus qui sont commis, par exemple l'échange de faveurs sexuelles contre de l'argent. Voilà, merci beaucoup. Merci Joséphine et Yves. Et donc pour terminer, quelqu'un a dit dans le chat, Moline, je crois, si j'ai bien prononcé son nom, qui voudrait féliciter ses efforts fournis pour prendre en compte les expositions qui sont différentes selon le sexe de la personne. Dans le contexte du Zimbabwe, la participation des femmes dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et petite échelle a augmenté de 10% en 2022 à 30% au cours des 2 dernières années. Et c'est bientôt la Journée internationale de la femme, on doit penser à cela. Et donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous allons diffuser l'enregistrement et la présentation. Une fois encore, si vous n'avez pas pu nous rejoindre au début de la séance, nous avons des documents qui ont été mentionnés dans cette réunion. Je vais placer le lien dans le chat et je vous l'enverrai également une fois qu'on aura l'enregistrement. Une fois que ces documents seront finalisés, nous vous le dirons pour que vous puissiez les diffuser en dehors du programme. Donc, merci à vous tous, merci aux interprètes, aux présentateurs et à vous tous qui travaillez sur le terrain. Merci. Merci.